montrer le Bercien réel. Donc, on va parler de produits scalaires aujourd'hui essentiellement. Donc, on commence. Définir un produit scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire dans un espace vectoriel? Alors, c'est une application hein, qui vérifie plusieurs propriétés. Alors, pour commencer, on va parler de forme bilinéaire. Donc ici, première notion, forme bilinéaire. Bilinéaire, qu'est-ce que c'est? Bilinéaire, ça veut dire quoi? C'est que ça va agir sur deux vecteurs. Hein. Votre application F, là, elle va agir sur deux vecteurs x et y. X et y, ce n'est pas du tout les coordonnées de je ne sais quoi, hein, ce sont deux vecteurs. Et elle est linéaire par rapport à chaque vecteur. Hein, on a déjà parlé de choses comme ça. Donc, vous fixez un vecteur x, par rapport à y, c'est linéaire. Vous fixez y, par rapport à x, c'est linéaire. Qu'est-ce que ça implique comme... ouais, un truc qui se balade là sur l'écran. On va pas l'enlever. Donc, qu'est-ce que ça implique, cette bilinéarité? Eh ben, c'est quand vous développez ça, hein, ben, vous développez de manière étagée. Hein, c'est d'abord linéaire par rapport à la première variable, ax plus bx'. Donc, ça va vous donner une première propriété. Alors, c'est important de le comprendre, ça. Hein. Quand vous faites... Alors, pour l'instant, je parle d'une fonction bilinéaire. Hein. Donc, j'ai mis quoi? Qu'est-ce que j'ai mis déjà? C'était A'X', hein, c'est ça? Non, Bx'. Donc, Bx', c'est Y plus DY'. Donc, c'est linéaire par rapport à ça. Donc, ça, vous n'y touchez pas. Donc, vous dites, ça vaut A, F de X, et ça, je le laisse, plus B, F de X', et ça, j'y touche pas. Donc, ça me permet déjà de décomposer ce nombre-là, parce que ça va être un scalaire, ça, hein, en une somme de 2. Et ensuite, je dis, oui, mais c'est aussi linéaire par rapport à cette variable-là. Donc, on va développer par linéarité par rapport à ça. Donc, il y a le petit c qui va sortir. On va avoir f de x, y, plus, et cette fois, c'est le scalaire d qui va sortir. Alors, il y a le a qui est en facteur, hein, donc on le garde. F de x, y'. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Donc, b fois c, f de x', y, plus b fois d, f de x', y'. Donc, vous voyez que là, vous avez, donc, encore une fois, hein, je vais mettre des petites flèches pour bien comprendre quels sont les objets qu'on manipule, hein, etc. Enfin, je ne mets pas partout. Donc, les x et y et compagnie, ce sont des vecteurs. Et les a, b, c, d, ce sont des scalaires. Hein. Ici, des réels, puisqu'on manipule un espace vectoriel réel. Donc, cet objet-là, c'est un réel, le tout. Hein, puisqu'on a une application, on parle de forme bilinéaire. Forme, pourquoi forme? Parce que votre application, elle va de E croix E, donc à un couple de vecteurs, elle associe un réel. Donc ça, c'est un réel. Alors, on verra des exemples, hein, mais il faut bien comprendre, encore une fois, les objets que vous manipulez, ne confondez pas tout, il y a des vecteurs, il y a des scalaires, et il faut déjà bien les distinguer. Ça sera un premier travail à faire, de ne pas se mélanger les pinceaux. Donc ça, c'est un réel. C'est pour ça qu'on appelle ça une forme. On dit qu'une application comme ça est symétrique si elle vérifie ça. Bon, la définition, elle est évidente, donc facile à retenir. Et elle est importante, hein, cette notion de symétrie, parce que si vous avez une forme qui est symétrique, pour démontrer qu'elle est bilinéaire, j'insiste là-dessus, je le répéterai après, hein, il suffit de démontrer simplement la linéarité par rapport à une seule variable, grâce à la symétrie. Donc ça, à chaque fois, c'est ce que vous direz. Vous ferez d'abord la symétrie, vous ferez la linéarité par rapport à... Donc vous avez une fonction ici, hein, je reviens sur mon petit tableau. Donc j'ai ma fonction qui dépend des variables x et y. Donc vous démontrez la linéarité par rapport à la variable x.
c'est-à-dire que vous allez démontrer que pour y fixé, vous avez une application, hein, vous pouvez l'appeler phi d'ailleurs, hein, phi de x qui vaut f de xy. Donc, je l'avais noté autrement, etc. Donc, vous avez démontré que cette application-là est linéaire. Donc, vous avez calculé phi de x plus lambda x', etc. Vous avez démontré que ça vaut phi de x plus lambda phi de x'. Et après, vous allez dire, ben, comme f est symétrique, f étant symétrique, elle sera aussi linéaire par rapport à y. Alors, pourquoi elle sera linéaire par rapport à y? Ben, c'est la symétrie, c'est-à-dire que quand vous allez tester la linéarité par rapport à y, vous allez regarder cette fonction-là, phi de y, qui vaut f de xy. X, vous allez le fixer. Donc, vous allez chercher à démontrer si cette application-là est linéaire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire phi de y plus lambda y'. Alors ça, justement, il ne faudra pas le faire, hein. Je suis en train de vous démontrer là, le fait qu'il ne faudra pas le faire. Et vous allez dire que ça vaut ça, parce que f est symétrique. C'est-à-dire que la variable ici, qui était en deuxième position, grâce à la symétrie, vous allez la placer en première position. Et comme vous savez que par rapport à la première variable, votre fonction elle est linéaire, donc vous aurez la linéarité. C'est-à-dire que ça, vous allez dire que ça sera f de x, y, etc. Et ensuite, vous revenez à la symétrie, vous réutilisez une deuxième fois la symétrie pour dire que ça vaut psi de y plus lambda psi de y'. Et du coup, l'application est bien linéaire aussi par rapport à la deuxième variable. Donc, elle est ce qu'on appelle bilinéaire. Alors, écrivez-le dans un petit coin, hein. Une application bilinéaire n'est absolument pas linéaire. Elle n'est pas linéaire. De toute façon, par rapport à un couple, là, on va voir des justifications, hein, par la suite. Donc, bilinéaire, ça ne veut pas dire linéaire deux fois, etc. Ça veut dire simplement linéaire par rapport à chacune des deux variables. On a déjà parlé de ça, hein. Je vous rappelle que le déterminant, il est multilinéaire, hein. Il est n linéaire si c'est un déterminant d'ordre n. Donc, je vais insister là-dessus, sur le caractère symétrique et bilinéaire. On verra des exemples. On va passer un petit peu cette séance à faire des exemples très simples pour bien mettre les choses en place. Je reviens sur le poly. Alors, toujours dans les définitions, donc j'ai une forme bilinéaire symétrique, donc on se rappelle de ce que ça veut dire. Et là, attention aux définitions, on dit qu'elle est positive si quel que soit x, f de xx est positive. Attention à la définition, j'y reviendrai plus tard. On dit qu'elle est définie positive. Bon, tout ça, c'est pas tout à fait ce vocabulaire-là, il n'est pas explicitement au programme. Ce qu'on va voir au programme, c'est la notion de produit scalaire. Bon, dans tous les cas, tout ça, il faut le savoir quand même. Donc, j'y reviendrai après et on verra ça dans les exemples. On appelle produit scalaire, donc là, on y vient. Qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire? C'est une forme bilinéaire symétrique définie positive. C'est-à-dire, c'est une application qui va de E croix E dans R, qui vérifie tout ce que j'ai défini précédemment. Astuce à retenir. Ça, vous mettez une étoile devant parce que ça sera ce qu'il faudra faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, comment on va le faire 3-4 fois, normalement, vous le retenez, parce que c'est pour éviter de faire des calculs inutiles. Et donc, ça revient à ce que je vous ai dit précédemment. Grâce à la symétrie, on n'a pas besoin de faire la linéarité par rapport aux deux variables. On fait d'abord la symétrie, ensuite vous faites la linéarité par rapport à la première variable, et ensuite vous dites par symétrie, l'application est donc bilinéaire. Et je rappelle, elle n'est pas linéaire, elle est bilinéaire. Un produit scalaire, comment est-ce qu'on le note? Alors on peut le noter déjà avec f de xy. Vous aurez des énoncés de concours où on va garder une application f, hein, f de xy. Mais ça fait plus des notions géométriques que vous connaissez.
très souvent, vous aurez ça. Vous aurez aussi avec des parenthèses et une barre verticale au milieu. Et très rarement avec un petit point, sauf peut-être en SI ou je ne sais quoi, ou en physique, j'en sais rien. Mais en maths, c'est très très rare qu'on écrive comme ça. Même si, quand on étudie le produit scalaire, peut-être en première S, c'est plutôt cette notation-là que vous allez avoir. Mais avec des flèches, hein, en première S, évidemment, on met des flèches sur les vecteurs. Il y a peut-être un point ici. Bien. Alors, ce n'est pas du tout un produit de vecteurs. Hein. Un produit scalaire, ce n'est pas un produit de vecteurs, c'est un produit scalaire de vecteurs. Il ne faut pas oublier le terme scalaire. Ça n'a rien à voir avec un produit de vecteurs. Attention, le côté positif, quand on dit une forme, qu'un produit scalaire, c'est une forme linéaire symétrique définie positive. Ça ne veut pas dire qu'un produit scalaire est toujours positif. Quand vous prenez deux vecteurs quelconques, le produit scalaire peut être très bien négatif. Je vous en donnerai des exemples. En revanche, si vous faites le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, alors lui, il doit être positif. Mais x scalaire x. Mais si vous faites x scalaire y avec x et y pris au hasard, ça peut très bien être négatif. Ça, retenez-le parce que je lis plusieurs fois. Hein, ce n'est pas la première fois que je l'ai lu et je risque de le relire. Que XY est positif, c'est complètement faux. Bien. Toujours dans les définitions, bon, bah, voilà, ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est des trucs que vous aurez dans les énoncés. Hein. Un espace pré-hilbertien réel, c'est un espace vectoriel qu'on a muni d'un produit scalaire. S'il est de dimension finie, ça s'appelle un espace euclidien. Voilà. Bon, donc ça, c'est du vocabulaire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, le chapitre s'appelle espace pré-hilbertien réel. Pré-hilbertien, pas pré-libertin, ou je ne sais quoi. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon. Alors, des exemples. Et donc là, on va s'attarder quelque temps sur ces exemples-là. Alors, s'attarder, pourquoi s'attarder? Déjà, pour vous familiariser avec cette notion de produit scalaire, parce que c'est des produits scalaires usuels que vous allez rencontrer dans les écrits ou les oraux de concours, bien qu'on vous demandera rarement de redémontrer que ceux-là sont des espaces sont des produits scalaires, puisque c'est des résultats de cours. Ils font partie des produits scalaires usuels que vous devez connaître. Il y a même celui sur les matrices, là, il est considéré comme un produit scalaire usuel hein, sur l'espace des matrices, donc il y a peu de chances qu'on vous demande de le redémontrer. Mais bon, on ne sait jamais. Si on peut très bien, ça peut être une question de cours hein, dans un écrit de concours, on peut très bien vous dire, voilà, démontrer que ça, c'est un produit scalaire. Donc, il y a ceux qui sauront le refaire et les autres. Et donc, ça fera déjà un petit partage. Alors, pour commencer en douceur, parce que ça me semble important de bien comprendre hein, qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire, et peut-être pour vous rappeler ce que vous avez pu faire en première S, à l'époque où ça existait, on va regarder pour n égale 2. On va se passer dans R2. Hein. On va commencer par ça, pour vous dire qu'un produit scalaire, c'est quand même quelque chose de très simple. Bon, je vais essayer de garder la même notation hein, que dans Rn. Alors, donc, premier exemple, donc ici, on a la proposition 1.2. Hein. Donc, proposition 1.2, si on la voit, voilà. Donc, je vais commencer par n égale 2. Je généraliserai rapidement, mais enfin, c'est à peu près évident. Donc, ici, c'est quoi mon produit scalaire? J'ai un vecteur x, je vais mettre des flèches pour que vous distinguiez bien, qui a deux coordonnées, puisque je suis dans R2. Donc, mon espace, c'est R2. Un vecteur y. Et comment est-ce que je définis le produit scalaire de ces deux vecteurs? Donc, je vais le noter comme ceci. Hein. Bon, normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir en première, que vous avez, j'espère, aussi vu en SI et peut-être même en physique. Donc, c'est x1, y1 plus x2, y2. Bon, ça, vous le connaissez normalement. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est un produit scalaire? Pourquoi est-ce que c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive? Alors, premièrement, on étudie la symétrie. Bon, par définition, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Vous voyez bien que si vous faites
y scalaire x, qu'est-ce que ça donne? Alors, je peux le détailler si vous voulez. Hein. Ça fait y1, x1 plus y2, x2. Vous voyez bien que c'est la même chose. Donc, ça vaut x scalaire y. Bon, en général, on l'écrit et on ne détaille pas plus. Ensuite, bilinéarité. Donc, on va faire linéarité par rapport à chaque variable, mais grâce à la symétrie, on va en faire qu'une seule. Donc, vous fixez y. Donc, y fixé, et on va prendre lambda, un scalaire, enfin un réel ici, et puis deux vecteurs x et x'. Donc, x, x1, x2, x', x'1, x'2, et je fais mon produit scalaire x plus lambda x', scalaire y. Donc, par définition, c'est égal. Quelles sont les coordonnées du vecteur x plus lambda x'? Bon, ben ça, c'est propriété de l'espace vectoriel. Ça fait x1 plus lambda x'1 fois y1 plus x2 plus lambda x'2 fois y2. Et ça, je vois que je peux le développer. Ça me donne x1 y1 plus x2 y2 plus lambda fois x'1 y1 plus x'2 y2. Bref, ici, je reconnais le produit scalaire de x et de y. Et là, le produit scalaire de x' et de y'. Donc, ça prouve que mon produit scalaire, enfin, qui ne s'appelle pas encore produit scalaire, puisqu'on est en train de le démontrer, que ma forme, elle est bien linéaire par rapport à la première variable. Autrement dit, l'application qui a x associe x scalaire y est linéaire. Et là, vous dites, par symétrie, mon application qui se note comme ceci est bilinéaire. C'est-à-dire qu'elle est aussi linéaire par rapport à y. Donc, comme elle est linéaire par rapport à x et par rapport à y, elle est donc bilinéaire. Voilà. Donc ça, c'est calculatoire. Alors là, j'ai pris on est en dimension 2. En dimension n, ce n'est pas plus difficile. Simplement, vous mettez des sigma. Au lieu de mettre un plus ici, on va mettre des sigma partout. Et ça sera la même chose. Bon, je vais faire juste rapidement. Mais avant, je termine. Donc ici, j'ai la symétrie, j'ai la bilinéarité. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Le caractère défini positif. Donc positivité. Donc positivité, on ne fait pas x scalaire y, hein, on fait x scalaire x. Donc que vaut x scalaire x? Bah, par définition, ça vaut x1 carré plus x2 carré. Bon, bah, ça c'est positif. Une somme de deux carrés réels, hein, c'est positif. Et à quelles conditions? Donc ça c'est le caractère ensuite défini positif. À quelles conditions est-ce que ça vaut 0, ce truc-là? Bah, si et seulement si x1 carré plus x2 carré est égal à 0, et une somme de carrés est nulle, si et seulement si tous les termes sont nuls. Donc si et seulement si x est égal à 0. Conclusion, mon application comme ça est un produit scalaire puisque c'est une forme bilinéaire définie positive. Voilà. D'accord? Bon, je vais un peu vite, enfin, sans trop non plus, mais ce n'est pas très compliqué. Petite remarque ici, hein. Si vous prenez ce vecteur-là, tiens, on va l'appeler A. Le vecteur-là qui vaut 1, moins 2. Le vecteur B qui vaut 1, 1. Que vaut A scalaire B? Eh bien, il vaut 1 fois 1, je détaille, plus moins 2 fois 1, là je ne détaillerai pas plus que, et donc vous trouvez moins 1. Il est négatif. Je vous disais, voilà, si vous prenez deux vecteurs un peu au hasard, il se peut très bien que le produit scalaire soit négatif. Bon, ce qui veut dire que vous avez un angle ici, géométriquement, ça veut dire que vous avez un angle obtus, hein, pour ceux qui maîtrisent un peu quand même le produit scalaire.
Si vous dessinez ces deux vecteurs, on peut voir à quoi ils ressemblent. Hein. Regardez, le vecteur 1, moins 2, il est où? 1, moins 2, il est là. Donc, moins 2, 1. Donc, c'est ça le vecteur A. Et le vecteur B, sauf que si je le fais comme ça, il est moche. Attendez. On va l'exagérer un peu. Vous voyez, comme ça. Et le vecteur B, il est là. On va faire plus haut. Voilà. Donc là, vous avez le vecteur B. Et là, vous avez le vecteur A. Donc, le produit scalaire est négatif. Donc, géométriquement, c'est parce que ici, vous avez un angle θ, qui est plus grand que pi sur 2, donc, qui est compris entre 0 et pi sur 2 ici. Voilà, je vais y arriver. Pardon, compris entre pi sur 2 et pi. Donc le cosinus est négatif. En SI, vous avez dû apprendre ça. Hein. C'est une formule on la verra peut-être un petit peu, mais qu'on n'utilise pas du tout en maths. On l'utilisait autrefois, mais comme on fait très peu de géométrie maintenant, qui disait que le produit scalaire de vecteurs, c'est le cosinus de l'angle fois norme de A, norme de B. Vous avez dû voir ça en SI, mais nous, on ne l'utilise pas trop. Enfin, on ne l'utilise pas tout de suite. Un petit peu peut-être un chapitre qui viendra. Voilà. Mais donc ça, c'est vraiment la géométrie de collège. Là, hein. Enfin, collège. Première S. Bien, donc ça, c'est un exemple, produit scalaire usuel dans le plan. Donc ce qu'on appelle le plan euclidien. Plan euclidien usuel, c'est-à-dire qu'on le munit de ce produit scalaire-là, celui que vous avez connu et que vous pratiquez en SI et compagnie. Donc la positivité, vous voyez ce que ça veut dire. Ensuite, si vous vous placez dans Rn, eh ben, vous faites exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir deux coordonnées, vous en avez n. Et ça ne change rien. La formule est la même. Et donc, tout marche. Donc, je ne vais pas refaire les calculs. Hein. Vous pouvez vous entraîner à les faire si vous voulez. Donc, ici, le produit scalaire, je vais quand même remettre des flèches, hein, ce que je n'ai pas fait dans mon poly. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, votre produit scalaire, c'est celui-ci. Hein. Donc, ça généralise ce que vous avez vu en dimension 2. Autrement dit, vous pouvez l'écrire comme ça. Hein. C'est x1, y1, plus x2, y2, plus etc. Puisque j'ai n coordonnées, je vais jusqu'au bout. Donc, ça donne ça. Et ça, c'est linéaire par rapport à x, c'est linéaire par rapport à y, c'est clairement symétrique. X scalaire y, ça vaut clairement y scalaire x. Vous voyez bien, hein, si vous inversez ça, ça ne changera pas grand-chose. Et puis, surtout, ce qui est bien de comprendre ici, c'est le fameux x scalaire x. Qu'est-ce que ça vaut x scalaire x? Eh bien, c'est une somme de carrés. Hein, voilà, c'est la somme de u égale 1 à n des carrés. Donc, c'est clairement toujours positif. Et à quelles conditions est-ce que ça sera nul? Ben, si tous les carrés sont nuls, donc si x est égal à 0. Donc, le caractère défini positif, il est évident. Une somme de carrés vaut 0 si tous les nombres sont nuls. Enfin, une somme de nombres positifs qui vaut 0, c'est que tous les nombres sont nuls. Donc ça, c'est le produit scalaire usuel dans Rn. Et c'est des choses que vous aurez au concours quand même. Hein. Alors, vous n'aurez pas que celui-là, hein, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut un peu maîtriser. Et c'est celui qu'on connaît bien. C'est celui sur lequel on s'appuie quand on veut faire des exemples, quand on veut essayer de faire des schémas ou des choses comme ça. Bien. Mais il n'y a pas que ça. Et au concours, il n'y a vraiment pas que ça du tout. Donc, il y a un deuxième produit scalaire qui est sur l'espace des fonctions, cette fois, qui est défini avec une intégrale. Alors, il y en a deux. Enfin, il y en a deux. Il y en aura même plus. Avec des intégrales, vous allez voir qu'on pourra même le faire avec des intégrales impropres. Je vous ferai un autre exemple à la suite de l'exemple 1.1. Donc là, c'est intégrale continue sur un segment. Donc, ça reste assez soft.
mais vous pourrez avoir des intégrales de 0 à l'infini, etc., pour définir aussi des produits scalaires. Alors ça, on l'a déjà vu, celui-là, non, il me semble. Mais bon, on peut toujours le refaire. Encore une fois, par la répétition que ça rentre. Donc, votre produit scalaire ici est défini sur votre ensemble des fonctions continues. Et vous allez voir que fonction continue, c'est primordial, à valeur réelle. C'est-à-dire que si on n'était que sur des fonctions continues par morceau, ça ne marcherait pas. Il faut vraiment de la continuité. Alors, la linéarité, elle vient de la linéarité de l'intégrale. Hein, on peut commencer par la symétrie d'abord. Pardon. Donc, si vous faites G scalaire F, ben, ça vaut l'intégrale de AB de G fois F. Mais l'intégrale de AB de G fois F, c'est évidemment l'intégrale de AB de F fois G. Donc, ça vaut F scalaire G. Donc, vous avez la symétrie. Ça roule. Ça, vous pouvez dire directement, hein, c'est symétrique, perdez pas de temps là-dessus. Ensuite, la linéarité par rapport à la première variable. Donc là, je vous conseille d'éviter la notation f', parce que f', ça peut faire penser à la dérivée. Votre fonction est simplement continue. Donc, c'est mieux de les appeler f1 et f2, hein, vos fonctions. Donc, vous prenez f1 et f2 quelconques, lambda scalaire. Pardon. Mon fils qui m'appelle, je pense qu'il va essayer de me rappeler dans 5 minutes. Hop, ça en silencieux. Hop, hop, hop. Oh, j'arrive plus. Voilà. Alors, donc la linéarité, ça vient de l'intégrale. Hein. Vous avez ça, f1 plus lambda f2 fois g de ab. Hop, vous développez par linéarité, etc. Et vous trouvez bien f1 g plus, alors j'ai mis quoi? J'ai mis un trait là, oui, j'ai mis un petit trait vertical, hop, comme ça, plus lambda fois f2g. Voilà. Donc vous avez la linéarité par rapport à la première variable et par la symétrie, c'est binaire. Donc par symétrie, mon application qui se note comme ceci, hein, est bilinéaire. Voilà. Donc ça aussi, hein, généralement, ça sera écrit dans l'énoncé de concours. On munit l'espace des fonctions continues du produit scalaire suivant, ce qui veut dire qu'on ne va pas vous demander de démontrer que c'est un produit scalaire. On va vous dire, bah, manipulez-le, mais ne démontrez pas que c'est un produit scalaire. Sauf si... Monsieur, n'effacez pas le tableau, s'il vous plaît. Non, je n'efface pas là. Et ensuite, qu'est-ce qui me reste? Le caractère positif est défini positif. Voilà, ça c'est partout. Donc ça, c'est l'intégrale de AB de f carré. Donc vous intégrez une fonction positive sur un segment AB. Donc ça, c'est positif à partir du moment où vous avez choisi, évidemment, A plus petit que B. Ça doit être écrit quelque part. Et enfin, à quelles conditions est-ce que ça vaut 0? Eh bien, donc vous tombez là-dessus. Et donc ça, c'est équivalent à f carré égale à 0 par le fameux théorème de séparation. Fonction continue, et c'est là que la continuité, elle est primordiale. On a une fonction positive et continue, l'intégrale vaut 0, alors on en déduit que la fonction vaut 0. Et ça, c'est évidemment équivalent à f égale à 0. Voilà. Donc ça, dans un écrit, ça peut tomber. C'est peu probable. Par contre, ça pourra très bien tomber avec des choses plus compliquées que ça, c'est-à-dire des intégrales impropres et compagnie. Il y a un problème dans la classe, là? On a eu quelques problèmes de connexion, mais ça va mieux. Enfin, j'espère. Jusque-là, tout va bien. Pour l'instant, ça marche? Il y a... Niet, non, c'est bon, là, tout va bien, tout va bien. Effacez pas trop vite le 1.3, par contre, s'il vous plaît.
Mais vous aurez tout ça en vidéo sur ma chaîne YouTube. 3000 vues. Hein. Bien. Voilà. Donc ça, c'est un exercice classique. On va montrer que ce truc-là définit un produit scalaire sur l'espace des fonctions continues. Il faut le faire proprement. Là, je l'ai fait un peu rapidement. Hein. Ici, il faut vraiment détailler, même reprouver ce truc-là. Je vous en parlerai là, sur ma chaîne YouTube. Bien. Léo, il a donné un lien tout à l'heure. Ah oui, maintenant, ça a dû être effacé. Oui, c'était sur une discussion de ce matin. Je ne sais pas où elle est. Moi. Bien. C'est bon, là, je peux effacer. Bon, tout ça, c'est facile. Hein. Vraiment, c'est facile. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Enfin, le deuxième, quand je dis un exemple, c'est même plus qu'un exemple. C'est un produit scalaire usuel sur l'espace des fonctions continues où on utilise l'intégrale. Ensuite, un autre produit scalaire usuel. Alors oui, j'avais mis sur mon poly, que dire si on se place sur les fonctions continues par morceau? Eh bien, c'est la dernière propriété qui est plus valable. On ne peut plus avoir que f scalaire f égale à 0 si et seulement si f égale à 0 si vous n'avez qu'une fonction continue par morceau. Tout le reste est valable, donc ça serait une forme bilinéaire symétrique positive, mais qui ne serait pas définie positive. Donc, ce n'est pas un produit scalaire. Donc, ça n'arrivera jamais. On se place sur les fonctions continues par morceau. Ensuite, le dernier exemple, enfin le dernier, oui, le dernier exemple de référence, c'est le produit scalaire, donc c'est la proposition 1.4, c'est le produit scalaire sur l'espace des matrices. Donc ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit scalaire? Ben, en fait, ce n'est pas vraiment un nouveau produit scalaire, même si dans sa notation, c'en est un. Donc, on prend deux matrices carrées, hein, pas obligatoirement d'ailleurs. Hein, on pourrait se mettre sur des matrices rectangulaires, ça marcherait quand même. Et donc, c'est la trace de transposé de A fois B. Alors, on va prendre la notation officielle maintenant, hein, on va l'écrire comme ça. La trace de la transposée de A fois B, donc du coup, je ne sais plus si je l'ai noté comme ça dans le nouveau poly. Ah mais non, j'ai pris l'ancienne notation. Voilà. Alors ça, c'est un produit scalaire. Alors, il y a des propriétés qui vont être faciles à démontrer, notamment la bilinéarité, la symétrie. Est-ce qu'elle est facile à démontrer, la symétrie? Je ne me rappelle plus. Si je fais B scalaire A, est-ce que ça marche tout seul, ça? Trace de, donc ça vaut ça. Comment est-ce que je vais démontrer que ça, c'est égal à ça? Alors, comment on fait ça? Eh bien, on utilise deux propriétés de la trace. D'une part, une seule propriété, ça devrait suffire. On utilise la propriété que je vais mettre en rouge, c'est que la trace d'une matrice est égale à la trace de sa transposée. Donc, vous savez bien, quand vous transposez une matrice, la diagonale ne change pas. Donc, comme on sait que la trace d'une matrice est égale à la trace de sa transposée, ça, c'est égal à la trace de la transposée de tout ça. Et que vaut la transposée d'un produit? Ben, ça, vous le connaissez. La transposée d'un produit, c'est le produit des transposés dans l'ordre inverse. Donc, ça fait transposé de A fois B. D'accord? Alors, attendez 2 secondes. Hop. Voilà. Et donc, on retombe sur A scalaire B. Donc, c'est symétrique.
Donc, excusez-moi, il faut que j'aille voir quelque chose. Bon, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était rentré chez moi à l'improviste. Bon, donc voilà, là vous avez la symétrie. Une fois que vous avez la symétrie, la bilinéarité, donc on l'a fait en une seule étape. Donc on fait la linéarité par rapport à la première variable. Là, on pourrait le faire par rapport à la deuxième, ce serait presque plus simple. Mais fois, ça ne fait rien, on va continuer comme ça. Donc vous calculez ça. Donc là, vous appliquez votre formule. Donc ça fait la trace de A plus lambda A' que je transpose multiplié par B. On sait que la transposée, c'est linéaire. Donc ça vous donne ça. Bon, je vais faire tout ça en deux fois. Excusez-moi. Ah, c'est toi? Oui. D'accord. Mais vous êtes à la place. Mais bon, bien, excusez-moi. Non, c'est mon fils là qui rentre, mais sans faire de bruit, là, je comprends rien. Bon, allez. Alors, celui qui essaie de m'appeler, mais il était déjà là. Bon, c'est bon, vous avez fini de discuter entre vous là? Donc la linéarité de la trace, de la transposée, ça donne ça. Ensuite, je développe. Et ensuite, là, vous utilisez la linéarité de la trace. Donc tout ça, il faut le préciser. Donc vous obtenez ça. A', c'est A' fois transposé, avec ces notations à la noix. Voilà, ils n'ont pas réfléchi à ça. Bref, donc là, vous précisez bien la trace est linéaire, etc. Linéarité de la trace. Et donc, vous tombez sur A scalaire B plus lambda fois A' scalaire B, ce qui prouve que c'est bien linéaire par rapport à la première variable. Et ensuite, par symétrie, c'est bilinéaire. Donc, l'application est bilinéaire. Donc, elle est symétrique et bilinéaire. On a fait la moitié du travail. Bon, là, je peux effacer puisque j'ai eu le temps d'écrire. Voilà. Et dernière étape, c'est le caractère défini positif, enfin positif. Alors, c'est celui-ci qui est le plus long avec les matrices. C'est qu'il va falloir, mais je vais quand même refaire le calcul après, il va falloir écrire ce que ça vaut, ce truc-là. Et ça, c'est dans le dernier DS, ça doit vous rappeler des choses, puisque c'était une question du DS, le dernier exercice, enfin, le problème numéro 2. Donc là, il faut calculer ça. Et alors, pour le calculer, on va faire le calcul général, parce que ça... Vous prenez une matrice A et J, donc là, il faut revenir avec les coefficients. Prenez une matrice B égale BIJ. Alors, je vais quand même le détailler comme il faut, essayer de faire ça proprement. Parce que vous avez vu, ça tombe au concours, c'est la question là. Vous demandez justement de trouver une petite formule. Donc là, il faut calculer la trace de transposer de A fois B. Pour calculer la trace de transposer de A fois B, moi je vous ai dit 15 000 fois, mais vous ne m'écoutez pas. Et ceux qui ont essayé de le faire au DS, il y en a un sur deux qui ont écrit n'importe quoi parce qu'ils ne m'écoutent jamais. La matrice transposée de A, moi je vous conseille non pas de dire exactement tout de suite ce qu'elle vaut, là, les AJI, ça n'a pas de sens. C'est une matrice A'Ij. Voilà, vous mettez des A', et vous dites que A'Ij, il vaut AJI, par définition de la transposée.
Donc ça, c'est la définition de la transposée. Donc, pour ceux qui veulent faire les malins et qui mettent directement AJ ici, 2 fois sur 3, ils se plantent à la fin. Parce qu'à la fin, ils ne savent plus ce qu'il faut mettre. Donc, on écrit ça. C'est tout. On m'écoute et si je dis qu'il faut faire ça, c'est pas pour rien. Et alors, après, on calcule. Donc là, il faut faire un produit matriciel. Hein, AT fois B. Donc AT fois B, c'est une matrice CIJ. Et on sait que le produit CIJ, il vaut somme de K égale 1 à N des A prime IK B K J. Et maintenant, vous remplacez A prime IK par son expression. Donc ça fait somme de K égale 1 à N des A K I B K J. Ça, c'est le coefficient CIJ du produit ATB. Maintenant, nous, on ne veut pas tous ces coefficients-là, on veut juste ceux qui sont sur la diagonale, puisqu'on veut calculer la trace. Donc, on en déduit cette formule. Et cette formule, vous allez voir qu'est-ce qu'elle vaut, cette formule. Donc, c'est la trace de AT fois B. Donc, c'est la somme de I égale 1 à N des CII. Définition de la trace. C'est donc la somme de I égale 1 à N de la somme de K égale 1 à N, puisque CIJ, c'est une somme. Donc CI, c'est une somme, et je remplace J par I. Donc des A, K, I, B, K, I. Cette somme-là, vous pouvez les permuter, vous pouvez changer l'ordre de permutation puisque c'est des sommes finies, et vous pouvez changer les indices. Alors bon, du coup, là, voilà. Et donc, avec changement d'indice, etc., on obtient cette formule. C'est la même formule. Vous pouvez le retenir par cœur. Ça vous évitera de dire des bêtises quand vous allez quand vous allez manipuler ça, quand on va vous demander de redémontrer ou de retrouver cette formule. Là, c'est quand même bien, enfin, apprendre par cœur, pas la démonstration, il faut la comprendre, mais de comprendre cette formule. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette formule? C'est pour ça que j'insiste là-dessus avant de parler de la positivité. Là. Elle veut dire que le produit scalaire qu'on vient de définir sur les matrices, il n'a rien de nouveau. On n'a rien inventé là. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien inventé? Alors ça, retenez-le bien, parce que c'est tellement facile à retenir que ça vous évitera quand même de dire des bêtises. Je peux effacer la suite, là? Pas de protestation? J'efface. Si je reviens à mes produits scalaires, là, quand vous avez un vecteur x qui a pour coordonnées x1, xn, ça, vous n'êtes pas obligé de le noter. Hein. Voilà, vecteur comme ça. Quand je fais le produit scalaire usuel de x et de y, je fais x1 fois y1 plus x2 fois y2 plus xn fois y1. Ça, c'est le produit scalaire usuel. Qu'est-ce que c'est que ce produit scalaire-là? Eh bien, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Regardez, vous prenez une matrice A, A11, A12, A1n, A21, A2n, etc. Vous prenez une matrice B, d'accord? Et qu'est-ce que c'est que A scalaire B? Eh bien, c'est cette somme-là. Et qu'est-ce que c'est que cette somme-là? Pour I égale 1 et J égale 1, c'est A11 fois B1. Donc, vous prenez ce coefficient-là. Donc, ici, vous voyez bien ce que vous faites. X1 fois Y1, je vais ça, je multiplie par ça, ensuite le deuxième, etc.
Ben là, c'est pareil. A11, je vais le multiplier par B11. Donc, je fais A11 fois B11. Ensuite, je regarde le coefficient d'après, A12, je multiplie par B12, etc., etc. Et donc, vous arrivez à la fin à ANN fois BNN. Donc, ça, c'est une somme de n carré termes, puisque vous avez n carré coefficient dans votre matrice. Donc, c'est exactement le même produit scalaire, en fait, où je fais cette somme coordonnée par coordonnée. Donc, ça a beau avoir une formule un peu pompeuse, trace de la transposée de A fois B, c'est en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le produit scalaire usuel sur les matrices, parce que c'est exactement la même chose que ça. C'est comme si votre matrice ici, vous la déroulez pour en faire un seul vecteur, un vecteur ligne ou colonne, comme vous voulez, avec n carré coordonnées, et vous appliquez cette formule. Première coordonnée de x fois première coordonnée de y, plus deuxième coordonnée de x fois deuxième coordonnée de y. Et ben là, c'est pareil. Premier coefficient de A fois premier coefficient de B, deuxième coefficient de A fois deuxième coefficient de B. Bon, là, je pense que j'ai été assez clair pour tout le monde. Donc, le produit scalaire usuel sur les matrices, c'est super simple. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que si on vous demande de faire un produit scalaire de matrice, ben vous dites, voilà, je prends tel coefficient, tel coefficient, tel coefficient. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire le produit et ensuite d'aller calculer la trace, etc., etc. Vous pouvez appliquer directement cette formule. Parce que c'est le produit scalaire usuel, ça fait partie du cours. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Juste pour démontrer que c'est positif et défini positif. Donc, voilà, donc j'efface ça. C'est bon, je peux effacer. Vous avez pris une photo. Ça sera sur la chaîne YouTube. Regardez comme c'est beau quand ça va être sur la chaîne YouTube, là. Bien. Donc, cas particulier, A scalaire A. Donc, A scalaire A, c'est la somme de I égale 1 à N, somme de J égale 1 à N, des AIJ au carré, puisque vous avez AIJ égale BIJ. Donc, c'est clairement positif, puisque ça, c'est des carrés, donc c'est positif. Je vous rappelle qu'on manipule que des réels ici. Donc, ma forme bilinéaire, elle est bien positive. Et est-ce qu'elle est définie positive? À quelles conditions est-ce que cette somme de termes positifs est égale à 0? Eh bien, une somme de termes positifs est nulle si tous les termes sont nuls. Donc, si quel que soit I et J, A et J vaut 0. Donc, si et seulement si A est la matrice nulle, donc c'est bien un produit scalaire. C'est QFT. Donc, voilà ce produit scalaire sur les... Vous voyez bien là, parce qu'il fait un peu sombre. Produit scalaire sur les matrices. Donc, ce que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est que ce produit scalaire sur les matrices, ce n'est pas un truc complètement nouveau. Ça prolonge ce qu'on fait sur les vecteurs de Rn, quoi. Sauf que là, on n'a pas un vecteur de Rn, on a un tableau avec n carré coordonnées, n carré coefficient, mais on fait la même chose. Bien, donc ça, c'est un petit truc à comprendre. Et on verra après des formules, enfin, on verra plein de trucs qu'on pourra manipuler comme il faut grâce à tout ça. Bien, donc j'efface tout ça. On en arrive à un exemple ici. Donc, exemple, alors l'exemple, je ne vais rien démontrer. Donc, je suis toujours avec des fonctions continues sur un segment AB. Donc, l'exemple 1, je rajoute une fonction oméga, une sorte de poids, on pourrait appeler ça un poids d'ailleurs, qui est une fonction strictement positive. Donc, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Donc, il est noté comment? Il est noté comme ça, là. Ah, c'est sur les polynômes. Ah oui, ce que ça change, c'est qu'on est sur les polynômes ici. Bon, mais les polynômes, vous savez que c'est des fonctions polynomiales. On les identifie aux fonctions polynomiales. Et donc, c'est des fonctions continues. Donc, comme c'est continu, c'est la même chose que... Voilà.
Ah oui, du coup, c'était ça que je voulais dire. Il est où? Ah oui. Voilà. Donc oméga, c'est une fonction quelconque, mais qui est continue et strictement positive. Donc, rapidement, ça, on va vous demander, hein, par exemple, hein, avec même oméga, une fonction quelconque, hein, on va rester avec une fonction inconnue, démontrer que ça, c'est un produit scalaire, donc il va falloir que vous sachiez faire. Là, il ne faut pas dire, ah bah oui, c'est usuel, c'est du cours. Non, il faut tout refaire. La symétrie, la linéarité, etc., etc., etc. Donc, je vous laisse faire ça à titre d'exercice, parce que ça ne pose pas de difficulté. Juste le caractère défini positif, hein, c'est ça qu'il faut faire. Bon, la symétrie, elle est évidente. Hein, voilà. La bilinéarité, elle vient de la linéarité de l'intégrale. Donc, vous allez la voir, OK. Et ensuite, c'est le caractère positif. Donc, le caractère positif est défini. Il va venir de là. On vous dit que cette fonction-là est strictement positive. Ça, c'est un carré, donc c'est positif. Donc ça vaut clairement une valeur positive. Et ensuite, ouais, je vais rouvrir un peu là-haut. J'espère que ça va pas. Je vois plus en parce que ça gêne sur le truc là. Voilà. Et ensuite, pourquoi est-ce que ça sera nul? À quelles conditions est-ce que ça vaut 0? Ben là, c'est pareil, hein, c'est toujours ce fameux théorème de séparation. J'intègre une fonction positive qui est continue. À quelles conditions est-ce que l'intégrale est nulle? Si tout est nul. Donc, si vous avez p carré de t, wt, qui vaut 0, quel que soit t. Et là, il faut parler de continuité. Et comme w, il n'est jamais nul, hein, puisque c'est strictement positif, vous en déduisez que p carré de t est égal à 0 pour tout t dans le segment AB. Alors là, c'est important avec les polynômes. Oui, c'est bien d'insister là-dessus. Parce que pour l'instant, vous avez ça. Et ça veut dire que P est nul. Donc que P a une infinité de racines. Puisque ça s'annule pour tous les T dans le segment AB. Donc comme il a une infinité de racines, P est égal à 0. Donc ça, retenez bien ça. Hein. C'est un exemple qui est important pour ça. Tout le reste, c'est pas difficile. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà fait. C'est ça la nouveauté avec les polynômes. Quand vous avez une fonction sur le segment AB, bah, vous dites que la fonction elle est nulle sur le segment AB, c'est tout. Quand vous raisonnez sur les polynômes, le but final, c'est de montrer que P est le polynôme nul. Donc, pour arriver au polynôme nul, il faut passer par ce petit argument qui est spécifique au polynôme, hein, c'est de dire qu'il a une infinité de racines. Donc ça, on le retient, ce n'est pas difficile, et ça marche très bien. Un autre exemple qu'on va peut-être le rencontrer dans un exercice, etc., mais autant le faire un petit peu dans le cours. Autre exemple. Bon, je ne sais pas si vous voyez là. Un truc assez classique, c'est ça. On va quand même l'appeler P scalaire Q encore. Par exemple, l'exponentielle de moins t dt. Donc ici, on a une intégrale impropre. J'ai choisi la fonction exponentielle, on pourrait mettre autre chose, enfin pas n'importe quoi quand même. Et P et Q sont des polynômes. Alors pourquoi est-ce que ça va être un produit scalaire? Et cet exemple-là, il est important. Alors bon, je pense que on verra certainement en exercice. Hein. La première question ici, avant de montrer que c'est un produit scalaire, c'est l'existence. Pourquoi est-ce que ça existe, P scalaire Q? Parce que c'est une intégrale impropre, donc il faut justifier l'existence. Donc, c'est-à-dire montrer que l'intégrale converge. Et comme on démontre que cette intégrale converge,
Eh bien, on dit déjà que l'application qui a t associe P de t, Q de t, exponentielle moins t, c'est une fonction qui est continue sur 0 plus infini. Il n'y a aucun problème en 0. Hein. Un polynôme, c'est défini en 0, etc. Le problème, c'est l'intégrabilité en l'infini. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise le fait que P et Q sont des polynômes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? Ben, vous le savez, hein, c'est des combinaisons linéaires de puissance de t. Donc, des polynômes qui sont tous les deux de degré fixé, peu importe leur degré. Hein. Il y en a un qui peut être de degré 12 et l'autre de degré 50 000, je m'en fiche. Mais ils sont multipliés par l'exponentielle. Et cette exponentielle, évidemment, elle tend vers 0 quand t vers l'infini. Et si je multiplie par t carré, c'est-à-dire si j'en rajoute une petite couche au niveau des puissances de t, et que je fais ça, et bien ça tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Parce que l'exponentielle l'emporte. Donc, c'est de la croissance comparée. Quel que soit le degré de P, quel que soit le degré de Q, je sais que ça tendra vers 0. Ce qui veut dire que P de T, Q de T, exponentielle de moins T, en valeur absolue, est un petit taux de 1 sur T carré. Comme on sait que l'intégrale de 1 à l'infini de dt sur T carré converge, et là on met 1, on ne met pas 0, hein, attention. Donc on en déduit que l'intégrale de 1 à l'infini de P de T, Q de T, exponentielle de moins T dt converge absolument, et donc que P scalaire Q existe. Vous avez la convergence sur 0,1, hein, c'est vous avez une fonction continue sur un segment, donc l'intégrale existe. Donc partial, bon, j'aurais dû mettre ça hein, ici, donc l'intégrale de 0 à 1, de 0 à l'infini converge absolument, et du coup, on en déduit ça. Le produit scalaire existe. Voilà. Donc cet exemple, il est important. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que vous aurez des questions comme ça, vous en aurez au concours, il y a des chances. La première question, ça va être démontrer que c'est un produit scalaire. Vous aurez certainement un élève sur 4 qui va complètement passer à côté de la convergence de l'intégrale. Ils ne vont pas démontrer que l'intégrale converge. Alors, ils vont démontrer que c'est un produit scalaire, hein, bilinéaire, symétrique, défini, positif, mais ils ne vont pas démontrer que c'est une intégrale convergente, c'est-à-dire que le produit scalaire existe. Bon, bah, voilà, un élève sur 4 qui sera déjà, qui va partir avec un peu de retard, avec des pénalités. Bien. Voilà. Ensuite, il faut démontrer que c'est un produit scalaire, bilinéaire, symétrique. La symétrie, vous voyez bien, elle est évidente. La bilinéarité, ça vient de la linéarité de l'intégrale convergente. Et puis le caractère défini positif, on applique tous les théorèmes. Ça, c'est assez classique. Donc, je pense qu'on le refera en exercice. Je voulais surtout insister sur cette notion d'abord d'existence de ce produit scalaire. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que vous allez rencontrer. Et soyez armés pour le faire proprement. Bien. Ensuite, un truc assez classique dans les espaces pré-Hertzien réels, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc celle-ci, on l'a déjà vue. Alors, est-ce qu'elle est bonne, celle-là? Oui, c'est ça. Donc celle-ci, on a déjà beaucoup parlé. On va le faire donc dans le cas général. Et puis, on verra des petites applications, etc., etc. Bon, on continue donc avec Cauchy-Schwarz. Bon, Cauchy-Schwarz, vous savez qu'il y a une astuce, ouais. Donc c'est bien de s'en souvenir, ça pourrait servir dans d'autres exercices. Bon. Je ne sais pas si ça sert vraiment d'ailleurs. Ok, donc on en est au théorème 1.1, Cauchy-Schwarz. Alors, Cauchy-Schwarz, on a un produit scalaire hein, défini sur votre espace vectoriel, donc pré-Hertzien réel, puisque muni d'un produit scalaire, et on va poser
Donc, on prend x et y, nos deux vecteurs de E. On va prendre lambda, un réel quelconque. Et l'idée de Cauchy-Schwarz, c'est tout simplement, on va l'appeler P lambda. On va poser, on va l'appeler P de lambda, égale le produit scalaire de x plus lambda y, est-ce que c'est ça? Oui. Par lui-même. Donc, comme vous avez affaire à un produit scalaire, ce terme-là, par définition, il est toujours positif, quel que soit lambda réel. Parce que je fais le produit scalaire d'un vecteur par lui-même. Mais comme mon produit scalaire, il est bilinéaire, je peux développer ça, comme je l'ai fait au tout début du chapitre. Donc, je vais développer cette expression par bilinéarité du produit scalaire. Donc, ça vaut, alors je vais faire par étapes, hein. Donc, je développe par rapport d'abord à la première variable, donc j'obtiens ça, plus, deuxième, ici, lambda y scalaire x plus lambda y, et ensuite, par rapport à la deuxième variable. Donc ici, je vais avoir x scalaire x, plus lambda x scalaire y, plus lambda ici, y scalaire x, plus, et là j'ai un deuxième lambda qui sort, et je vais avoir y scalaire y. Donc voilà l'expression de P de lambda. Que je pourrais écrire comme ceci. Et donc là, vous avez x scalaire y et la y scalaire x, mais comme vous savez que le produit scalaire est symétrique, ça vous donne ça. Et vous avez tout seul là-bas dans son coin x scalaire x. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est que P de lambda, ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé P, c'est une expression qui est polynomiale, c'est un trinôme du second degré en lambda si ce terme-là est non nul. Donc si y scalaire y est différent de 0, P est un trinôme du second degré. Mais il vérifie la première propriété, c'est qu'il est toujours positif. Quel que soit lambda réel, P de lambda est positif. Et donc, allez revoir votre cours sur les trinômes du second degré en seconde et en première. Si ce trinôme est toujours positif, ça veut dire que c'est une parabole. Hein. C'est une parabole qui est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, ça veut dire que son discriminant est négatif ou nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas strictement positif. Sinon, on aurait deux racines réelles et à ce moment-là, P changerait de signe. Donc, le discriminant, delta, est négatif ou nul. Et qu'est-ce que ça vaut, le discriminant? C'est ça qui donne Cauchy-Schwarz. Le discriminant, ça vaut, alors regardez, hein, B2 moins 4AC. Donc ici, le B2, c'est 4 x scalaire y au carré, moins 4 AC. Et AC, c'est x scalaire x fois y scalaire y. Donc ce discriminant est négatif. Vous divisez par 4 qui ne sert à rien et vous obtenez Cauchy-Schwarz. Voilà. Donc c'est une jolie démonstration. Il faut se rappeler du point de départ. On évalue, on a un paramètre lambda réel là, et on calcule x plus lambda y scalaire lui-même. Donc c'est forcément un non positif, etc., etc. Alors Cauchy-Schwarz, il ne s'arrête pas là. Hein, donc ça, c'est la première inégalité. Et après, on se dit, mais quand est-ce qu'on a égalité? Et là, la démarche, elle est intéressante hein, pour la suite.
Donc, le cas d'égalité, c'est quoi? Alors, je n'ai pas fait le cas d'abord y égale à 0. Hein. Qu'est-ce qui se passe si y scalaire y est égal à 0? Ben, ça, on sait que c'est équivalent à y égale à 0. Et donc, Cauchy-Schwarz, ça s'écrit 0 plus petit que 0. Alors, pourquoi ça s'écrit 0 plus petit que 0? Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc là. Donc, ça marche aussi, Cauchy-Schwarz, quand l'un des deux vecteurs est nul. Hein. Petite remarque au passage. Je peux effacer là? Vous criez hein, si je ne peux pas effacer. Enfin, vous affolez pas, vous l'aurez sur YouTube. Si ça marche, c'est pas dit. Petite remarque, j'ai oublié. Attendez. Je vais mettre ça en noir. Petite remarque. Quand vous avez un produit scalaire, enfin, de manière générale, quand vous avez une forme bilinéaire, et c'est notamment le cas avec les déterminants, etc., 0 scalaire y, ça vaut combien? Comme c'est bilinéaire, c'est donc linéaire par rapport à la première variable, et vous savez bien que toute application linéaire, elle vérifie toujours f de 0 égale à 0. Donc par linéarité, ça vaudra toujours 0, quel que soit le produit scalaire, etc. Et donc pareil, si vous faites évidemment x scalaire 0, ça vaut aussi 0. C'est pour ça que vous avez 0 ici avec y qui vaut 0. Hein. Le terme qui est là, c'est x scalaire y au carré. Et ben, il vaut 0 parce que y est nul. Donc ça, c'est toujours vrai. Dans un produit scalaire, si l'un des deux vecteurs est nul, le produit scalaire est nul. Le produit scalaire du vecteur nul avec n'importe quoi, ça fera toujours 0. Parce que c'est bilinéaire. Bien. Cela étant dit, je reviens. Ah, ça, je vais peut-être l'utiliser après, mais c'est pas rien. Donc, le cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz. Ça, c'est une petite question qu'on peut vous poser. Hein. On va l'écrire en entier, Cauchy-Schwarz. Surtout que je ne sais jamais s'il y a un Z ou pas. Oui, là, il y en a un. Non, il n'y en a pas. Il y en a un ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas. On n'en a jamais, nous. Celui où il y a un T, là, c'est pas le même Schwarz. C'est Laurent Schwarz. Vous connaissez Laurent Schwarz? Mathématicien brillant, prof à Polytechnique, passionné des papillons. Il est très engagé politiquement. Alors, non, Schwarz, il y avait... Grothendieck, il a été les voir Laurent Schwarz. C'est ça, Laurent Schwarz et Dieudonné. Vous n'avez pas expliqué ça. Hein bon, bref. Bon, alors, bon, j'ai tout effacé là, mais c'est pas grave. Donc, cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz, ça veut dire quoi? Ça veut dire à quelles conditions est-ce que j'ai x scalaire y au carré qui vaut x scalaire x fois y scalaire y? Ben, si je reprends ma démonstration, ça c'est équivalent à mon discriminant qui est nul. Puisque ça, c'est justement l'expression de mon discriminant. Vous l'avez là. Et donc, si le discriminant est nul, c'est qu'on a une racine double. Donc, il existe lambda 0 réel, tel que P de lambda 0 est égal à 0. C'est-à-dire x plus lambda 0 y, scalaire x plus lambda 0 y, égale à 0. Bon, ça, je le fais dans le cas où y est différent de 0. Bon, on verra ça après. Et donc ici, vous avez le produit scalaire d'un vecteur par lui-même qui est nul. Comme le produit scalaire, il est défini positif, c'est donc équivalent à x plus lambda 0 y est égal à 0. Donc la famille est liée. Donc ça implique que xy est lié. Puisque j'ai une relation de dépendance entre x et y. Donc la famille est collinéaire. Alors, ce n'est pas tout à fait équivalent, je n'ai pas fait l'autre sens. Et il faudrait faire le cas y égale à 0. Ben, y égale à 0, vous avez x0 qui est lié, et vous avez égalité dans Cauchy-Schwarz.
puisque ça vous donne 0 égale à 0. Donc, ça marche aussi si y égale à 0. Et la réciproque est évidente. Hein. Enfin, vous pouvez le tester aussi. Donc, si vous avez x, y liés, ça marche. Donc, x, y lié, il faut distinguer si y est nul, si y n'est pas nul. Et donc, vous revenez à ça. Donc, vous allez voir que ça va marcher, mais bon, ça, ce n'est pas très important. En tous les cas, c'est le résultat qu'il faut retenir. Cauchy-Schwarz, c'est une inégalité. Et à quelles conditions est-ce qu'on a égalité si la famille est liée? Alors, d'où ça vient? D'où c'est que ça vient, ça? Eh ben, c'est de la géométrie. C'est de la géométrie de collège. Bon, pas de collège, de première. C'est quoi deux vecteurs qui sont liés? Je peux effacer là? Petite remarque géométrique. Ça veut dire quoi deux vecteurs liés? Deux vecteurs, enfin, la famille liée où les vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que vos vecteurs, ils sont comme ça. Vous avez x d'un côté et y qui est dirigé, enfin, qui est proportionnel à x. Alors, il peut être de l'autre côté, si vous voulez, mais enfin, ça ne changera rien. Donc, ils sont alignés, ils sont sur une même droite. C'est ça l'important. Et dans ce cas-là, que vaut le produit scalaire? Alors, en première, qu'est-ce qui vaut le produit scalaire ici? Eh bien, si on fait le produit scalaire, bon, sur mon dessin, qu'est-ce qui vaudrait ce produit scalaire? Virgule, là. Si on applique cette formule-là, vous vous rappelez, le cosinus de l'angle fois... Vous n'avez pas trop le droit de l'appliquer, hein, ça, pour l'instant. Fois les normes, là. Eh bien, ici, mon cosinus, là, mon angle, il vaut pi, donc ça vaudrait moins. J'obtiendrai ça. Donc, si j'élève au carré, j'aurai égalité. Et ça, c'est le cas d'égalité dans Cauchy-Schwarz. Donc, Cauchy-Schwarz, il vous dit qu'on a égalité ici que si l'angle, il vaut 0 ou pi. L'angle, il vaut 0, c'est que x et y sont alignés dans le même sens. Et l'angle, il vaut pi, c'est que x et y sont alignés, mais de sens opposé. Et sinon, s'ils ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire si vous avez y ici, et ben là, le produit scalaire, il ne va pas vérifier cette égalité. On n'aura qu'une inégalité, mais on n'aura pas l'égalité. Bon, voilà, ça c'est un peu géométrique, mais c'est bien de le comprendre pour s'appuyer dessus pour pouvoir comprendre des choses à un niveau un peu plus compliqué. Voilà, donc ça c'est Cauchy-Schwarz. Alors on va voir des exemples et on va parler de la norme. Puis on s'arrêtera peut-être un peu là, histoire de faire peut-être un autre exercice sur les intégrales. Alors, qu'est-ce que je... Oui, donc exemple, c'est ça. Voilà. Je vais les détailler, hein, ces exemples, parce qu'ils sont... Ouais, il suffit d'appliquer les formules que vous avez. Alors, bon, je ne vais pas détailler plus que ça. Hein. Donc, vous avez l'exemple 1.2. Produit scalaire usuel. Donc, le produit scalaire usuel, x scalaire y, c'est la somme des xi, yi, de i égale à n. Donc, que vous dit Cauchy-Schwarz? Cauchy-Schwarz, il dit que x scalaire y au carré est plus petit que x scalaire x fois y scalaire y. Donc là, c'est une multiplication de réels. Hein. Et donc, ça vous dit que la somme des xi, yi de i égale 1 à n au carré est plus petit que la somme des xi au carré fois la somme des yi au carré. Voilà. Donc ça, c'est Cauchy-Schwarz appliqué au
produit scalaire usuel dans Rn. Et donc, il vous dit un résultat sur des sommes de réels, c'est que le carré d'une somme d'un produit, c'est plus petit que le produit de la somme des carrés. Voilà. On pourrait le démontrer autrement d'ailleurs, mais c'est une application. Le plus rapide d'ailleurs pour démontrer ça, c'est vraiment de faire Cauchy-Schwarz, hein, parce que là, il n'y a rien à dire. Vous dites, j'applique Cauchy-Schwarz, produit scalaire usuel dans Rn, j'en déduis ça. Vous demandez à un élève de maths sup, là, quand il a étudié les sigmas, de démontrer ça, il aura beaucoup de mal. Hein. Ça peut se faire quand même, mais il aura beaucoup de mal. En plus, c'est des carrés de somme. Alors, une carré de somme, ce n'est pas la somme des carrés, hein, parce que justement, il va écrire que des bêtises. Il va écrire que des bêtises. Je vous rappelle que A plus B au carré, ce n'est pas A carré plus B carré. Hein. Il y a des doubles produits, il y a plein de trucs qui interviennent. Bien. En tout cas, vous avez ça. Alors après, on peut mettre des racines, etc. Ça vous donne une autre formule. Et en déduire, donc c'est l'exercice plutôt 1.1. À partir de ça, en déduire la formule qui est demandée, ben là, c'est très simple. Regardez cette formule qu'on vous demande. Donc, on va l'appliquer à quoi? Oui, non, c'est peut-être pas si simple que ça. Comment on va en déduire l'exercice 1.1? Ben, l'astuce, c'est de poser, donc xi, il est quelconque, et yi, vous le prenez égal à 1. Pas 1 sur n, hein. À 1. Vous prenez yi égale 1. Vous allez voir ce qui va se passer, quel que soit i. Donc, la formule qui est là, elle va vous donner ce résultat-là. Somme des xi au carré est plus petit que la somme des xi au carré. Vous voyez que le carré n'est pas situé au même endroit, hein, fois la somme des yi. Je crois que j'ai dit une bêtise. Non, donc fois n. La somme des yi, ça fait n. Là. Oui, non, c'est ça. Vous divisez tout par n carré. Donc, on divise tout par n carré. Hein, voilà. Et donc, on en déduit que la somme des xi de i égale 1n divisé par n carré est plus petite que la somme des xi carré divisé par n, puisque comme il y a un n carré, un n ici, il va me rester plus qu'un petit n ici. Et puis ce n carré, vous pouvez le rentrer dans le carré qui est là. Et donc, vous en déduisez le résultat, à savoir que la somme des xi de i égale 1 à n divisé par n élevée au carré est plus petite que la somme des xi carré divisé par n. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que le carré de la moyenne est plus petit que la moyenne des carrés. Le carré de la moyenne est plus petit que la moyenne des carrés. Et ça, c'est parce que la fonction carré est convexe. L'image du barycentre est plus petite que le barycentre des images. Donc, si vous voulez augmenter votre moyenne, vous pouvez demander à vos profs de changer de formule. Au lieu de faire la moyenne des notes, vous n'avez qu'à dire, ben, monsieur, vous n'avez qu'à faire la moyenne des carrés et après, prenez la racine. Parce que là, vous en déduisez ça. Hein. La somme des xi, la moyenne de i égale 1 à n, divisé par n, donc ça, c'est la moyenne de vos notes, est plus petite que la racine de la moyenne des carrés. Donc, vous pouvez vous amuser, hein, vous prenez 3-4 notes, vous élevez au carré, vous en prenez la moyenne, etc. Et vous avez cette formule. Bon, voilà. Quand vous avez des formules de ce type-là, vous avez des carrés qui interviennent, vous avez des sommes et des carrés, il faut penser à Cauchy-Schwarz. Il ne faut pas dire comment je vais démontrer ça, est-ce que je vais démontrer par récurrence, par-ci ou par-là. Non, non. Première chose à penser, c'est est-ce que là-dedans, il n'y a pas une inégalité de Cauchy-Schwarz? C'est là où il faut avoir l'idée, de dire
je connais mon cours, je sais qu'il y a des inégalités avec Cauchy-Schwarz, on obtient des choses sympas, etc. Et donc, Cauchy-Schwarz, là-dedans, ça peut vous sauver. Ça, en 2 minutes, vous pouvez démontrer ça, alors que si vous essayez de le faire à la main avec des outils d'élèves de second cycle, eh ben, vous n'y arriverez jamais. Vous allez galérer. Bien. Exemple 1.3, ben voilà, c'est encore Cauchy-Schwarz avec les intégrales. C'est juste une application directe de Cauchy-Schwarz. Et ça, on l'avait déjà vu avec les intégrales, donc je n'y reviens pas. On arrive au paragraphe 4, norme associée à un produit scalaire. Donc, c'est ce qu'on appelle une norme euclidienne. Ça, j'en avais un petit peu parlé quand on a fait les espaces vectoriels normés. Donc, c'est une norme particulière parce qu'elle est issue d'un produit scalaire. Donc, théorème, l'application qui est ici, norme de x égale racine de x scalaire x. Donc ça existe bien, hein, puisqu'on vient de dire que x scalaire x était toujours positif. Donc on peut prendre sa racine. Eh bien, c'est un produit scalaire. Pourquoi est-ce que c'est un produit scalaire? Eh bien, c'est l'objet du théorème. Ça, je l'avais peut-être déjà fait. Non, je n'ai pas dû le démontrer justement dans les espaces vectoriels normés. J'ai dû vous dire, on verra ça dans les espaces pré-hilbertiens. Donc, théorème 1.2, notion importante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une norme? Vous vous rappelez, une norme, ça doit vérifier 3 propriétés. À quelles conditions est-ce que la norme de x est égale à 0? Bon, ben, la norme de x est égale à 0 si et seulement si. Eh bien, ici, x scalaire x est égal à 0, vu la définition de la norme. Et donc, ça, c'est x égale à 0 parce que ça, c'est un produit scalaire. Donc, comme c'est un produit scalaire, il est défini positif. Donc, c'est le caractère défini qui dit que x scalaire x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0. Bon, donc ça, c'est réglé. Ensuite, si vous prenez lambda réel et que vous calculez la norme de lambda x, donc x c'est votre vecteur, hein, ça vaut par définition la racine de lambda x scalaire lambda x. Alors ça, c'est intéressant comme exercice parce que... ah, pardon, j'ai oublié de... Personne ne réagit là. J'en suis là. Donc, je reprends. Une norme, ça doit vérifier ça. Norme de x égale à 0, si et seulement si. Donc, vu la définition de ma norme, ça donne ça. Et ça, on sait que c'est équivalent à ça parce que notre produit scalaire, il est défini positif. Ensuite, une norme, ça doit vérifier la norme de lambda x égale valeur absolue de lambda fois la norme de x. Donc, par définition de cette norme, on obtient ça. Et comme ça, c'est bilinéaire, lambda, il sort une fois, 2 fois par bilinéarité. Donc, ça vous donne ça. Le lambda carré, vous allez le sortir de la racine, il va sortir une valeur absolue. Donc, valeur absolue de x fois la norme de x. Donc, la norme de lambda x est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Ça, c'est ce que doit vérifier une norme. Et puis, troisième propriété, c'est quoi la troisième propriété d'une norme? C'est l'inégalité triangulaire. Donc, la norme de x plus y, ok, je vais l'élever au carré. Pourquoi je vais l'élever au carré? Parce que ça m'évite de traîner la racine. Donc, par définition, ça vaut ça. Et ça, hop, je développe par bilinéarité, ça va me donner ça. Je reviendrai là-dessus. D'accord? J'ai déjà appliqué ça hein, quand j'ai fait ma démonstration de Cauchy-Schwarz. J'avais un petit lambda qui traînait avec le y. Donc ça, c'est la bilinéarité. Hein. Je passe de là à là par bilinéarité.
Professeur, Oui, il y a un problème de cadrage. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça, merci. bien. Et là, qu'est-ce que je fais? Alors là, je vais réécrire ça avec la norme. L'important de cette étape-là, parce que ça permet de se familiariser avec, avec le produit scalaire et avec la norme euclidienne. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux l'inégalité triangulaire. Je veux démontrer que ça, c'est plus petit que la norme de la somme, c'est plus petit que la somme des normes. Sauf que j'ai élevé au carré. Et ben, c'est là qu'on va appliquer Cauchy-Schwarz. Et Cauchy-Schwarz, qu'est-ce qu'il dit, Cauchy-Schwarz? On écrit en toutes lettres, évidemment, hein, sans faire de faute d'orthographe. Cauchy-Schwarz, il dit que le produit scalaire au carré est plus petit que ça. Et donc, écrit avec les normes, je l'ai réécrit dans la proposition qui va suivre, ça veut dire ça. Donc, si j'applique cette inégalité-là dans la formule qui est au-dessus, donc là, cette formule, on va la écrire ici. Donc là, vous lui mettez un petit nom, étoile. Donc, Cauchy-Schwarz me permet d'écrire que x plus y au carré est plus petit que la norme de x au carré plus 2 fois. Là, je me suis trompé. Attendez. Donc, si, là, il y a du carré. Non, mais je ne veux pas de carré. Ah oui, oui, oui. Là, j'ai des carrés, mais là oui, c'est ça. Donc, j'aurais dû écrire ça là. Donc là, on en déduit que ça, voilà, que le produit scalaire en valeur absolue va être plus petit que ça. Et le produit scalaire, il est évidemment plus petit que sa valeur absolue. Donc, ce truc-là, ça me permet d'en déduire cette formule. Et là, tout élève de collège reconnaît une identité remarquable. Donc, ce carré est plus petit que ce carré. Vous enlevez les carrés, comme tout est positif, vous en déduisez l'inégalité triangulaire, qui est la troisième propriété que doit vérifier une norme. Donc, mon application que je viens de définir ici à l'aide de mon produit scalaire, est bien une norme, on appelle ça une norme euclidienne. Une norme euclidienne, par définition, c'est donc une norme qui est issue d'un produit scalaire, qui a été créé à l'aide du produit scalaire. OK. Alors, si on regarde la suite du poly, j'ai rappelé l'inégalité, j'ai rappelé Cauchy-Schwarz comme je l'aurais écrit ici. Hein, donc voilà, une autre façon d'écrire Cauchy-Schwarz, une façon qui est beaucoup plus facile à retenir. Hein, en valeur absolue, un produit scalaire est plus petit que le produit des normes. Et ça, quand vous avez appliqué des produits scalaires en SI, notamment avec la formule avec le cosinus, c'est quelque chose que vous pouvez très, très bien comprendre. Un produit scalaire en valeur absolue est plus petit que le produit des normes. L'inégalité triangulaire, je viens de l'établir. À quelles conditions est-ce que j'ai égalité dans l'inégalité triangulaire? Bien, vous voyez que votre égalité, elle vient de l'égalité de Cauchy-Schwarz. Si j'ai égalité ici, c'est que j'ai une égalité dans Cauchy-Schwarz. Mais ce n'est pas tout à fait une égalité de Cauchy-Schwarz, parce que c'est une égalité non pas entre ça et ça, vous me suivez là, mais c'est une égalité entre ça et ça. Et donc, ça implique l'égalité de Cauchy-Schwarz, mais en plus, ça implique
que X et Y doivent être liés, doivent être donc forcément proportionnels, hein, mais ils doivent être dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux sur une droite, ils sont alignés, mais ils doivent être alignés dans la même direction. Donc l'angle entre les deux, si vous voulez, ça ne peut pas être pi, il faut que ça soit 0. Et ça, il suffit d'écrire ça pour s'en persuader. Bon, alors en même temps, ce n'est pas des choses qu'on utilise tout le temps, ça, mais c'est quand même bien de le savoir. Mais ça se redémontre, encore une fois, en refaisant la démonstration, elle est là, elle est devant vos yeux, avec l'égalité de Cauchy-Schwarz. Et puis, on arrive aux formules de polarisation. Je crois qu'on verra ça la semaine prochaine.